Cette rencontre a été très bien disputée, elle fut engagée, très intense. Les Malgaches ont commencé le match avec une très forte intensité. Je ne comprends pas pourquoi la RDC peine à entrer dans les matchs. C'est un moteur diesel qui prend le temps à vraiment démarrer. Sur les 15 premières minutes, ils ont été très bien dominés par les barrières de Madagascar. D'où la concrétisation du but d'Amada. Sur ce but, il faut le dire, Matompi ne peut pas faire grand chose. C'est tellement bien fouetté du pied gauche, poteau entrant. C'est difficile vraiment pour que le gardien puisse intercepter un tel tir. Après, il faut le dire, la RDC a bien réagi. D'où le but de Bakambu Cédric sur un centre de Konda. Il a égalisé. À ce moment, les Congolais ont une bonne maîtrise du match. En deuxième mi-temps, le match s'étant joué à 1-1, ils reprennent même très bien le match. Sauf que là encore, ils vont se faire surprendre sur un excellent jeu en contre-attaque. L'entraîneur Florent Ibenge a procédé, à mon sens, à des bons remplacements. Les Congolais vont même avoir une très bonne maîtrise. Ils vont, grâce à ça, trouver l'égalisation par Charcel Mbemba, le défenseur passé par Newcastle, à Anderlecht, qui joue aujourd'hui au FC Porto. Mais malheureusement, les Malgaches m'ont semblé être plus prêts à aborder la période de tir au but que les Congolais. Pendant les prolongations, les Malgaches m'ont semblé être cuits sur le plan physique, alors que les Congolais répondaient très bien. Ils se sont d'ailleurs créé quelques occasions franches, notamment encore par Charcel Mbemba. Mais le gardien malgache était en état de grâce. Il a sauvé quelques ballons sur sa ligne. Et les Malgaches ont aussi répliqué sur un très bon tir que va dévier Matampi en corner. Sur l'ensemble du match, c'était vraiment du 50-50. Même si, par ailleurs, on peut le remarquer que la RDC s'est créé plus d'occasions de but. Mais sur la séance des tirs de pénalty, certains parlent de hasard, moi je ne pense pas. Les tirs pénalty, ce n'est pas la loterie, c'est un geste technique. Il y a certains qui savent tirer les pénalty et d'autres moins. Et qui, sur l'instant, que ce soit Tisserand ou Boulassi, ils ont manqué leur tir au but, ça peut arriver. C'est déjà arrivé à de nombreux grands joueurs. Mais la RDC a bien joué pour ne pas arriver au tir au but. Mais les Malgaches ont tenu bon jusqu'à la séance fatidique de tir au but. Et les tirs au but, ils m'ont semblé être plus préparés que la RDC pour ces séances. Et ils ont pris le dessus sur la RDC. Malheureusement pour la RDC, qui a fait l'un de ses meilleurs matchs de la compétition après celui fait face au Zimbabwe. On a quand même remarqué que cette équipe montait en puissance au fil des matchs. Mais malheureusement, elle est sortie, on va dire un peu prématurément, parce que le Congo nous avait habitués à mieux que ça lors des précédentes CAN. C'est vraiment dommage pour les supporters de Léopard. Or, je peux comprendre l'attitude du sélectionneur des Léopards, parce que vers la fin du match, autour de la 87e minute, Boulassi était franchement fauché dans la surface de réparation. C'était un pénalty à mon sens indiscutable. Mais comme le VAR, la vidéo assistante ne va intervenir qu'à partir des quarts de finale, on peut comprendre. Mais que l'arbitre n'a pas pu sanctionner la faute parce qu'il n'a pas pu être aidé par la vidéo assistance. Mais est-ce que le fait qu'Amad, président de la Confédération africaine de football, en présence du président malgache, soit au stade, est-ce que l'arbitre serait laissé influencer? On ne peut pas le dire. Mais excepté cette grossière erreur d'arbitrage, je n'ai pas trouvé l'arbitre marocain franchement partial dans le match. Même si sur cette action-là, à mon sens, tout le monde l'a vu, il y avait un pénalty indiscutable sur la faute sur Boulassi. Peut-être mieux aborder la compétition, ne pas louper son premier match. Mais aussi la préparation, là, c'est une préparation un peu caoteuse. Sur le plan administratif, il faut le signaler, le staff technique qui avait à charge d'envoyer le bilan de santé de chacun des joueurs ne l'a pas fait à temps. De toutes les façons, les responsables de la CAF ont estimé qu'ils n'ont pas vu le bilan de santé. Mais donc, une fois arrivés au Caire, ils se sont trouvés obligés de refaire, joueur par joueur, tout ce bilan de santé. Ce qui a plombé quand même la préparation du premier match. Vous vous souvenez, la RDC a passé toute une journée dans les hôpitaux à faire des tests médicaux. Peut-être ça a dû influencer le jeu des joueurs le lendemain. Il devrait mieux se préparer. Première des choses. Deuxième des choses, il faut tout faire pour bien entrer dans la compétition.
parce qu'ils ont loupé leur entrée en compétition, notamment lors du premier match face à l'Ouganda. Face à l'Égypte, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Après, ils ont joué à leur meilleur niveau face au Zimbabwe. Donc, la RDC, les Léopards, gagneraient à mieux se préparer à l'avenir. Bon, la prochaine échéance, c'est dans 2 ans. Ils ont le temps, à l'immédiat, comme solution, de continuer, et ça, Florent Ibenge sait très bien le faire, de continuer à recruter, entre guillemets, les nombreux jeunes talents d'origine congolaise qui sont un peu partout à travers l'Europe, notamment en Belgique et en France. Mais sur cela, il ne faudra pas commettre l'erreur qui a été faite quand Rio Mavouba est venu jouer pour la RDC. L'erreur que la RDC a commise, c'est de le faire jouer dans les catégories jeunes. Quand un jeune binational congolais accepte de venir jouer, il faut faire comme les autres, il faut le faire jouer à l'équipe A. Même Kipembe du PSG, les Congolais ne le savent pas, il a joué un match avec l'équipe Espoir de la RDC. On aurait dû le faire jouer un match avec l'équipe A. Ça, c'est ce que les autres nations le font. Dès qu'un binational accepte de venir jouer, il faut le faire jouer en équipe A. Donc, dans l'immédiat, pour se reconstruire, pour me résumer, les Congolais gagneraient. Je pense à Christophe Kungu du PSG. Il connaît, Jonathan, il connaît, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. À toutes les catégories, d'ailleurs, la RDC peut avoir une équipe des binationaux. Donc, il va falloir aller recruter dès le bas âge. Parce que quand vous allez solliciter un joueur comme Ndombele, quand il est déjà à l'antichambre de l'équipe de France, c'est compliqué pour un binational de laisser la France, le pays qu'il a adopté dès sa naissance, pour choisir la RDC. Or, s'il y a un travail qui est fait dès les 14, 15, 16 ans à travers les parents, il faut persuader les parents, convaincre les enfants pour leur inculquer l'esprit patriotique dès le bas âge. Ça ne coûte à rien de la RDC d'organiser lors du calendrier FIFA un match des Congolais de France contre les Congolais de Belgique, des tranches de 14 ans, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, des matchs amicaux entre eux, quitte à ce que même une sélection des jeunes Congolais, eux, qui vivent en RDC, viennent rencontrer ceux qui jouent en Belgique ou en France, dans les mêmes tranches d'âge. Question de les habituer à la culture congolaise. Pour ça, il va falloir les chercher, j'allais dire, dès le plus bas âge. Ça, c'est un travail à faire pour récupérer les binationaux, mais cela dit, il y a un gros travail de fond à faire dès la base. Les Léopards, il faut le remarquer, sont assez absents dans les catégories jeunes. C'est la preuve qu'il n'y a pas un travail de fond qui est fait. Il y a de nombreux centres de formation dans toutes les villes congolaises, dans tous les clubs, mais il me semble que les compétitions jeunes ne sont pas assez bien organisées. Le Congo, comme beaucoup d'autres pays africains, souffre d'un déficit infrastructurel. Il va falloir que les maires des communes s'impliquent pour doter aux populations les terrains de proximité, afin que quand la fédération s'engage à organiser un championnat de 15 ans, 16 ans, 17, 18, de 19 ans, que les jeunes ne manquent pas de l'espace pour jouer. Nous venons de vivre une Coupe du Monde féminine fabuleuse. Ce que j'ai dit pour le football masculin est valable pour le football féminin. Il faut que les gens s'organisent en Afrique pour pouvoir rivaliser un jour avec les grandes puissances mondiales. Je vous prends un seul exemple. Les États-Unis, 4 fois champions du monde, a 2 millions de licenciés dans le football féminin. Ces joueuses viennent des lycées parce qu'il y a une pyramide très large. Ça ne coûte rien à nos pays d'organiser, notamment dans la commune de Kinshasa, que je connais un peu, d'organiser les matchs interscolaires. Je suis sûr que dans chaque établissement au Congo, quand il y a 1000 élèves, il y a 11 enfants qui aimeraient jouer au football. Si on organise ces matchs en milieu de semaine et ces mêmes jeunes jouent le championnat civil les week-ends, cela fera sur une année, il pourra jouer 80 matchs. Ce n'est qu'en multipliant intensement les matchs que les jeunes peuvent progresser. Il y a un gros travail à faire dès la base. Malheureusement, l'urbanisation anarchique dans nos villes ont fait en sorte qu'il y a très peu d'espace de jeu. Je vous prends un autre exemple. La CAN se joue en ce moment en Égypte, notamment au Caire. Quand j'étais au Caire en 2008 à la faveur de la finale nationale à la Ligue Coton Sport, on m'a fait remarquer que la ville du Caire avait 300 terrains de football. Je prends cet exemple parce que le Caire, avec ses 12 millions d'habitants, est comparable à Kinshasa, par le poids de sa population. Mais Kinshasa a combien de terrains de foot? C'est là le nœud du problème. Il va falloir que les communes d'arrondissement se dotent des terrains de proximité pour permettre aux jeunes Congolais de jouer, de pratiquer le football dès la base. Et maintenant, la direction technique nationale du football congolais va travailler dans l'encadrement des éducateurs.
C'est le chemin obligé. Si jamais on veut redresser le football en RDC, il faut faire un travail de fond dès la base, chez les garçons comme chez les filles. C'est une très bonne nouvelle. Parce que de mémoire, je ne sais pas si les Congolais ont déjà organisé des grands événements sportifs. Un pays de 80 millions d'habitants, qui aura 100 millions d'habitants à l'horizon 2030, mérite certainement mieux. Moi, je reste persuadé que le président Tshisekedi, qui est un très grand passionné de football, peut, s'il ne le fait pas dans ce mandat, pourra le faire dans le prochain mandat. De toutes les façons, un pays comme la RDC se devra d'être ambitieux. Au-delà de l'organisation des Jeux de la francophonie, la RDPC, pour relancer son football, doit se donner les ambitions d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football. La RDC a été champion d'Afrique en 68, champion d'Afrique en 74. Les petits pays, entre guillemets, comme le Mali, le Burkina, organisent les Coupes d'Afrique. Le Rwanda a organisé le CHAN. Pourquoi pas la RDC? Le président Tshisekedi doit se donner les ambitions à la grandeur de son pays. Si les Coupes d'Afrique des Nations sont déjà reparties, donc sont déjà distribuées jusqu'en 2025, c'est-à-dire 2021, le Cameroun, si ça se passe ici, au Cameroun, tant mieux, 2023 en Côte d'Ivoire et 2025 en Guinée. Une petite logique voudrait que, par souci d'équilibrer la carte géographique du continent, qu'on parte de l'Afrique de l'Ouest, peut-être pour l'Afrique centrale. À ce moment, le grand pays qui est la RDC, qui est à cheval entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe, devrait se donner les ambitions d'organiser la CAN de 2027, 2029, maximum 2031. En 2030, la RDC aura 100 millions d'habitants. Comment un pays de 100 millions d'habitants ne peut ne pas organiser la CAN? La RDC doit se doter de ces moyens-là parce que la CAN permet de doter les principales villes du pays qui vont accueillir la CAN d'infrastructures sportives aux normes CAF FIFA. Parce qu'au Congo, excepté le stade des Martyrs, le grand stade qui est aux normes FIFA, le stade du TP Mazembe à Lubumbashi, je ne vois pas un autre grand stade au Congo de nature à pouvoir organiser la CAN. Or, si le RDC veut vraiment relancer son football, il faut moderniser les infrastructures. Parce que quand les infrastructures sont de qualité, ça améliore la qualité du jeu. S'il y a les spectateurs, ça attire les sponsors. Et donc, les principales villes du Congo, que sont Bujimaï, Kananga, Bukavu, Tshibanga, Kolwezi, Kisangani, Goma et consorts, en respectant les équilibres géographiques, devraient pouvoir abriter la CAN. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est l'erreur qu'a fait la Grèce, par exemple, en organisant des Jeux olympiques, en dépensant des sommes faramineuses. Et après, la Grèce est tombée en récession. Ou encore le Portugal après l'Euro. Ou encore, près de chez nous, le Gabon, qui a conçu des stades 4 étoiles à Franceville et à Port-Gentil, qui aujourd'hui ne sert pas grand-chose. Quand ton ambition d'organiser une compétition de l'envergure de la CAN, les principales villes-là devront se doter des stades. La CAF devrait être un peu flexible. Les stades de 20 000 places, peut-être un peu trop grands. 10 000 places me semble être raisonnable. 10 à 15 000 places. Et les villes dont je viens de citer, qui sont les villes de 400, 500, 600 000 habitants, devraient avoir des stades de 10, 15 000 places. Il suffit de faire des 2 grandes tribunes dans le sens de la longueur et avoir une pelouse impeccable et des vestiaires aux normes CAF. Et tout est joué. À côté de cela, il y a les infrastructures routières, les communications, des télécommunications, un hôpital de référence dans la ville et les communautés pour avoir des hôtels, 2 hôtels par ville pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations dans ces principales villes-là. Moi, je pense que la RDC, qui est un pays qui a un potentiel énorme, le pays peut-être le plus riche du monde en termes de ressources minières, devrait se doter les moyens, si jamais ils veulent relancer leur football, d'organiser une compétition de l'envergure, la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui les obligerait à organiser d'abord des compétitions de catégorie inférieure. C'est peut-être la CAN cadet, ça peut être la CAN junior, ça peut être le CHAN, ça peut être la CAN des U23, chez les garçons ou chez les filles. Je pense que c'est la voie obligée pour relancer le football congolais.